Bonjour à tous. Avec la crise économique, il n'a jamais autant été question d'industrie en France. Des industries qui vont mal en fin de cycle, mais aussi heureusement des industries qui vont bien. Est-ce que les smart grids vont faire partie de ces filières industrielles de demain? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à nos deux invités du jour. À ma gauche, Alain Robic, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Nexans Power Accessories France, je ne me suis pas trompé. Exact. Et Axel Strang à ma droite, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour les filières vertes, réseau énergétique intelligent au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat. Oui, tout à fait. Voilà pour la feuille de match. Je vais peut-être siffler le coup d'envoi. Alors depuis 1 ou 2 ans, il y a eu beaucoup de battages, beaucoup de communication autour des smart grids. Aujourd'hui, on arrive peut-être à une nouvelle étape. Quelle est la réalité des réseaux intelligents en France aujourd'hui? Est-ce que ces systèmes existent? À quelle étape en sommes-nous? Je vais peut-être commencer, peut-être monsieur Robic. Bon, je peux commencer d'un point de vue, enfin en tout cas vu par un industriel qui essaye d'être présent dans ce secteur. Je dirais que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le foisonnement. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, il y a un foisonnement d'expériences, de pilotes, de projets. C'est-à-dire aujourd'hui, le Smart Grid, il y a un aspect concret qui est à travers des pilotes qui sont de plus en plus grande ampleur. Le but de ces pilotes, c'est chacun de se faire une idée et puis aussi de peaufiner des choix technologiques. Et puis de valider la crédibilité en fait, du smart grid, au-delà du concept, est-ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée? Voilà, mais un foisonnement terrible dans tous les domaines, parce que ça va du comptage à la maison jusqu'à la gestion du réseau, la gestion des villes. Voilà, c'est quelque chose qui fait un peu boule de neige et qui devient assez énorme, sans être industriel, mais très avancé en termes on va dire, de validation technique. D'accord. Monsieur Strang, on est à la fois dans la réflexion encore et puis aussi un petit peu dans le déploiement, dans l'expérimentation. Voilà, enfin, c'est vraiment une mutation des réseaux énergétiques. Il faut se mettre dans la perspective de la durée de vie de ces équipements qui sont dans plusieurs décennies. Donc on est dans une mutation, donc ça va prendre du temps. Tout le monde veut déployer à très grande échelle et très rapidement. Mais il faut se mettre aussi dans cette problématique de temps long, etc. Et la perspective la réflexion sur la planification est très importante. Donc il y a plusieurs étapes. Une des grandes étapes dont on parle beaucoup, ce sont les compteurs communicants Linky. C'est une brique. C'est la brique qui sera la plus visible pour le consommateur résidentiel. Mais il y a d'autres briques à différents niveaux réseau. Les réseaux de très haute tension ont déjà beaucoup de briques d'intelligence. Et là, on va passer à des technologies qui vont apporter encore plus d'intelligence. Aujourd'hui, le projet post-intelligent a été annoncé. C'est une de ces briques, un de ces grands démonstrateurs technologiques qu'on a, mais on a ça à tous les niveaux de tension. Donc c'est une réalité industrielle qui commence par des expérimentations puis des déploiements, par exemple pour les compteurs. Sur les autres niveaux de tension, on est surtout sur des démonstrateurs technologiques pour vérifier, valider techniquement ces technologies. Et il y a aussi toute la question du modèle économique. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une réflexion aussi qui va au-delà de la technologie. Voilà. Et donc, dans le déploiement commercial à grande échelle, on approche de cette réalité-là. On est à quelques années au niveau européen. Enfin, ça dépend des pays. Mais au niveau français, on est dans cette phase où, sur la base des retours d'expérience des démonstrateurs, on commence à avoir des données qui vont nous permettre de réfléchir sur les nouveaux modèles économiques pour répondre aux défis du débat national de la transition énergétique. Très bien. Alors, prenons l'exemple de Nexans, peut-être pour illustrer cette étape. Est-ce que le sujet des réseaux intelligents, il impacte déjà vos offres, vos solutions? Est-ce que vous avez déjà une gamme sur ces sujets, j'allais dire? Alors on a une gamme qui est en cours de formation. Je pense qu'on est dans le cas typique de beaucoup d'industriels qui s'intéressent au smart grid. En fait, une caractéristique du smart grid, c'est d'une part qu'effectivement, il faut constituer un écosystème. Donc il y a énormément d'acteurs qui sont concernés. Depuis, ça va aller de l'utilisateur jusqu'au gouvernement, en passant par effectivement le distributeur d'électricité, le transport, etc. Donc il y a un écosystème à créer complètement. Et dans cet écosystème, il y a déjà des acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs du marché électrique finalement, qui sont présents et qui doivent bouger pour aller vers la convergence de technologies qui jusqu'ici ne se parlaient pas du tout. Je pense que c'est pratiquement pour moi la caractéristique essentielle des smart grids. C'est la convergence de l'électricité, basse, moyenne, voire haute tension, de l'électronique, des télécoms, de l'informatique. Donc des mondes qui jusqu'ici se fréquentaient très peu. Et là, on a l'émergence en fait de technologies communes. C'est vraiment radicalement nouveau. Alors, et pour nous concrètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, pour notre activité accessoire d'énergie par exemple, ce n'est pas la seule concernée, mais elle est assez en pointe sur ces sujets-là.
On a un métier traditionnel, qui est les raccordements des réseaux électriques basse-moyenne tension, auquel on est en train d'ajouter des couches d'intelligence, entre guillemets, de capacité de communication, de façon à ce que ces accessoires qui étaient auparavant passifs deviennent en quelque sorte actifs, et à ce moment-là deviennent des acteurs, des vecteurs de la chaîne de communication ou de mesure. Pour Nexans, c'est ça les deux gros sujets, c'est construire une chaîne de communication pour les compteurs communicants, par exemple, et une chaîne de mesure pour faciliter la gestion des réseaux électriques. Donc on part des métiers traditionnels et on ajoute de l'intelligence et des nouvelles compétences. D'accord. Et ça, c'est une offre. Est-ce que vous la déployez aussi sur le réseau français, puisqu'on parle des smart grids en France? Alors, effectivement, on essaie d'être très en pointe sur ce qui est en train de se développer en France, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est plutôt des stades de démonstrateurs, de projets de pilotes, dont une bonne partie est financée soit par le gouvernement à travers l'ADEME, soit au niveau régional ou local. À côté de ça, il y a aussi quand même d'autres pays qui avancent. Nous, aujourd'hui, on est présent sur des projets en Italie, en Espagne, en Belgique, pour en citer quelques-uns. Parfois un peu plus avancés. C'est-à-dire qu'il y a des projets à l'étranger qui ont avancé un peu plus vite. La France prend plus de précautions. Par contre, le jour où il y aura un déploiement en France, on peut penser que le déploiement sera massif. Voilà, très bien. Très bien. Monsieur Strang, sur ce déploiement, on pense beaucoup au comptage, hein, c'est évidemment la première brique. Est-ce que le marché de masse, c'est le comptage ou il y a encore des enjeux encore plus importants qui arrivent derrière? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les médias se focalisent sur le compteur, parce que c'est ce que le consommateur citoyen va voir en premier lieu. Mais quand on regarde le marché mondial du smart grid, enfin des équipements de réseau, plus de la moitié, c'est les équipements de très haute tension. Et c'est extrêmement tiré par la demande en nouvelle infrastructure énergétique en Inde et en Chine. Donc, tout ce qui est comptage, c'est à peu près, on va dire, 20% du marché mondial. Mais ce qui est important, c'est de regarder tous les aspects, et ça a été vraiment bien décrit, c'est qu'il faut partir des besoins, et les besoins de chaque pays sont différents. Donc je parlais de l'Asie, là c'est répondre aux besoins de demande en énergie, donc il faut construire une nouvelle infrastructure parce qu'il n'y a pas eu cette demande avant. Au niveau français, on a une évolution, une mutation des consommations, on a l'intégration des véhicules électriques, on a de plus en plus de technologies de l'information et des communications qui changent les comportements, et à la fois on est en train de changer le mode de production et on est en train d'insérer plus d'énergie renouvelable, intermittente, etc. Donc on est en train de changer aussi le mode de production. Et les réseaux se trouvent au milieu et il y a certaines briques, certains niveaux du réseau qui ont besoin d'évoluer plus rapidement que d'autres. Mais ce qu'on voit dans le déploiement massif, c'est que le comptage peut être déployé massivement de manière homogène. Après, ce qui est des différentes briques, ça dépendra des besoins d'investissement pour renforcer le réseau, pour accueillir plus de NR, pour faire face à des nouveaux usages, etc. Donc, en termes de déploiement, sur les autres technologies, il est là, les briques sont là. Mais par contre, on n'aura pas de plan national sur 35 millions d'autres équipements aussi visibles, parce que là, ce sera les opérateurs de réseau qui vont prendre ça en main. Investissement par investissement. D'accord. On voit un petit peu la complexité de ce sujet. Malgré tout, dans le numérique, l'adoption des technologies est très rapide. Là, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus lent. Pourquoi on est plus lent sur ces sujets? Les infrastructures sont plus importantes? Alors, d'abord, c'est des infrastructures qui sont vitales, hein, parce qu'on touche quand même au réseau électrique, c'est-à-dire à ce qui permet d'amener l'électricité à tout le monde tous les jours. Donc, ce n'est pas un réseau avec lequel on peut jouer facilement. Deuxièmement, je pense qu'il y a une petite complexité qui, nous, en tant qu'industriels, nous paraît intéressant, mais c'est le fait qu'il faut mettre à niveau des réseaux existants. On ne va pas révolutionner ou changer complètement les lignes électriques qui existent aujourd'hui en France. Donc, il y a une grosse partie du travail qui consiste à voir comment développer des nouveaux systèmes qui vont mettre à niveau, rendre intelligent ou plus intelligent ou communicant un réseau qui peut avoir effectivement 50 ans et plus. Et puis après, au fur et à mesure qu'il y a du renouvellement de matériel, c'est mettre du matériel plus évolué. Mais première étape, c'est faire évoluer le matériel ancien. Et ça, c'est une complication, en même temps une opportunité. D'accord, Monsieur Strang, sur ce sujet. Voilà, et là, on touche un sujet clé de toutes les briques technologiques des réseaux électriques intelligents, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité des systèmes entre eux, des nouvelles technologies, entre l'information et tout ce qui est équipement électrique, mais aussi entre générations d'équipements, puisque tout équipement qui est déployé, un poste de transformation, il est là pour 40-50 ans s'il n'y a pas besoin de nouvel investissement. Donc, si on met une nouvelle technologie d'information, un nouveau système informatique, il faut qu'il soit durable sur cette durée de vie de l'équipement.
Et donc, c'est pour ça aussi que les opérateurs de réseau ont un temps long dans le déploiement, parce qu'ils sont cautionneux, parce qu'il ne faut pas perturber l'opération du réseau. Les utilisateurs n'accepteraient pas qu'on installe un nouvel équipement et que ça dégrade leur qualité d'alimentation. Et à la fois, il y a un temps de déploiement très long et il faut s'assurer que sur la durée de vie des équipements, on n'ait pas de problème et que si on fait un software update, enfin une mise à jour du logiciel, on plante toute une région. Pour ça, ça serait un peu embêtant. Très bien. On a beaucoup parlé de techno et de réseau. Est-ce que justement il y a un savoir-faire français des smart grids? Je sais que on a parlé des voisins, il y a eu des positionnements différents. Est-ce qu'il y a il y a des cerveaux français dans ce domaine? Peut-être chez Nexans d'ailleurs. Bah, en tout cas, oui, bien sûr. Vous n'allez pas me dire non? Non, bien sûr. Bon, Nexans, c'est clair, essaye de jouer un rôle de pionnier dans ce domaine, en s'appuyant sur les expérimentations françaises et puis en essayant de s'accrocher aussi sur ce qui se passe à l'étranger. Comme je vous disais, parfois, il y a des pilotes plus petits qui avancent plus vite. Donc voilà, il faut être un petit peu présent sur les deux en même temps. Et ce qui est fait en France, c'est clair, servira aussi de plateforme de lancement pour un déploiement pour nos activités françaises à l'international. Donc ça, c'est quand même un coup double qui est intéressant. Par exemple, l'activité Smart Grid de Nexans est basée en France. Je crois que oui, voilà. vous avez un peu de Donc, recherche là-dessus. Voilà, la façon dont ça se traduit pour nous, d'abord, ça a été l'opportunité de justifier chez Nexans quand même l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau site industriel, ce qui n'est pas si fréquent, un site industriel de 25 000 m² dans les Ardennes. Et puis la décision qui a été prise par la direction de Nexans de créer un centre de compétences Smart Grid international basé chez nous, qui aura vocation à concentrer justement tous ces nouveaux savoirs pour la première fois dans un site industriel où on fabrique du matériel, comme je vous disais, plutôt traditionnel, technologique mais passif. On va avoir un laboratoire électronique, des ingénieurs informatiques, des équipements qui n'étaient pas envisageables il y a 5 ans. Et on parle de conception, on parle aussi de fabrication, on est sur l'ensemble de la chaîne. Absolument, en conception, fabrication, vente, tout est basé en France pour ce qui nous concerne. Et on a un rôle, comme je vous disais, un peu de poisson pilote par rapport à d'autres business Nexans, parce que bien sûr, on a des rôles à l'international, mais ça s'inscrit dans un contexte international. Mais la France et notre site des Ardennes en particulier est devenu le fer de lance Smart Grid de Nexans. D'accord, très bien. Axel Strong, est-ce qu'on a des champions français sur l'ensemble de la chaîne des réseaux intelligents? Oui, nous avons la chance en France d'avoir des grands acteurs industriels du monde électrique qui sont en plein dans la course mondiale sur les smart grids et toutes ces technologies-là. Ils sont ici présents, hein, il y a énormément d'acteurs qui sont connus de tous. Et aussi, nous avons la chance d'avoir un vivier de PME, de start-up qui sont en train d'émerger sur les sujets connexes, on va dire, qui ne sont pas forcément sur les équipements physiques, mais sur tout ce qui est le traitement de données, l'intelligence, le big data, etc. Et nous avons la chance d'avoir ce vivier qui collabore donc, dans un écosystème. Et on voit dans les projets de démonstration financés par l'ADEME dans le cadre du programme des investissements d'avenir, on voit cette collaboration grand groupe PME qui émerge et qui permet d'emporter, on l'espère, tout cet écosystème à l'international, puisque, bon, comme je disais, c'est une compétition mondiale. Et nous avons vraiment la chance en France d'avoir des acteurs sur toute la chaîne de valeur, de la très haute tension à la gestion individuelle. Très bien. Alors, Ilias Vivier, peut-être juste Monsieur Roby qui voulait réagir. Un complément, parce qu'effectivement, quand on parle ADEME, quand on parle AMI, on pense subvention, avancement pour ça, mais ça n'est pas que ça. Il y a une vraie collectivité qui se développe, et c'est vrai, c'est un message que je voulais aussi vous donner, c'est il y a un certain nombre de grands groupes, ils sont connus, qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur d'électrique, mais on amène avec nous, parce qu'on a besoin de compétences qu'on n'aura jamais en interne, donc on amène avec nous, à travers en particulier ces consortiums autour des projets de l'ADEME, que ce soit des universités, des écoles, des PME, des startups, des sociétés de taille moyenne. C'est ça aussi qui est, à mon avis, l'intérêt énorme de ces projets menés par l'ADEME, c'est de créer une vraie communauté française, avec souvent des appuis à l'international, mais française essentiellement, qui est en train de construire un nouvel écosystème, comme je disais tout à l'heure. Vous avez bien fait d'intervenir, parce que vous me faites la transition toute faite vers la prochaine rubrique. Dans la construction de cette filière, justement, ce vivier, quel doit être le rôle de la puissance publique, des collectivités? Quelle impulsion doit être donnée? Alors, je vais interpréter ça comme plusieurs pouvoirs publics. Il y a à la fois, on va dire, les ministères avec les administrations centrales, et puis aussi, je porterai aussi un message par rapport aux collectivités locales, territoriales. Donc, au niveau des collectivités territoriales, on voit pas mal d'initiatives émerger.
On a vu énormément de projets. Je crois que dans ces 3 jours, il y a 200 projets qui sont présentés au niveau au moins européen, voire international. Donc beaucoup d'initiatives locales qui veulent adresser à des problématiques locales, énergétiques, de contraintes, que ce soit de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bretagne et d'autres régions, qui veulent s'engager dans la transition énergétique, donc ce qu'on va appeler le bottom-up. Et nous, au niveau central, notre rôle, c'est d'apporter de la cohérence entre toutes ces initiatives, parce que ce qu'on n'aimerait pas, c'est que chaque initiative développe son système, qui ne soit pas interopérable avec l'autre, et qui ne puisse pas évoluer de la même manière, de manière pas homogène, mais d'une manière en ligne avec les évolutions technologiques, etc. Donc, on a plusieurs outils pour accompagner le développement de la filière. Je vais citer juste les outils des investissements d'avenir parce que ce sont les plus médiatiques. Au niveau de la R&D, on a labellisé certains instituts d'excellence des énergies décarbonées. Sur les aspects réseau électrique, on a vraiment un outil qui s'appelle l'IED Supergrid, qui sera basé dans la région de Lyon, qui est vraiment basé sur les prochaines technologies très haute tension pour le transport de l'électricité. Et puis après, plus proche de la commercialisation, on a tous les démonstrateurs financés par l'ADEME dans le cadre aussi des investissements d'avenir. Donc là, comme il a été dit, on a 16 projets qui sont financés, 80 millions d'aides de l'État pour 300 millions d'investissements global. Donc c'est ça qui lance l'écosystème. Et maintenant, dans la suite, c'est préparer les modèles économiques. Et là aussi, on a un rôle à jouer avec les parties prenantes, avec les collectivités. C'est comprendre quel est et notamment aussi avec le régulateur, la CRE, c'est de comprendre sur la base des retours d'expérience des démonstrateurs, donc une expérience de terrain, qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il faut modifier dans la réglementation actuelle, dans la régulation actuelle, pour accompagner l'émergence de solutions commerciales, puisqu'on croit beaucoup à des systèmes à terme basés sur des mécanismes de marché. C'est comme ça que le système deviendra durable pour l'industrie, etc. Il est clair qu'on ne pourra pas subventionner ad vitam aeternam tous les nouveaux systèmes. Il le faut au début pour lancer un marché, pour créer une industrie, avec une perspective à terme de business as usual, de commercialisation dans des mécanismes de marché. Donc piloter, financer, réglementer, encadrer, c'est un petit peu les... Voilà, mais ce n'est pas forcément prendre le leadership pour toutes les initiatives, parce qu'on ne peut pas être partout. Donc c'est vraiment accompagner les initiatives locales pour assurer de la cohérence et surtout créer un partage d'expérience. Parce qu'on se rend compte que les problématiques sont assez similaires entre les territoires. Nous ne pouvons pas financer tous les démonstrateurs partout dans le territoire français, et on compte beaucoup sur les démonstrateurs pour partager leur expérience avec d'autres, pour suivre l'exemple en fonction des contraintes locales, des objectifs, et de partager l'expérience pour créer justement cet effet de masse, cet effet boule de neige qui va créer l'émergence d'un marché français des smart grids. Très bien, on va bénéficier du point de vue d'Alain Robic sur ce sujet. Est-ce que pour un industriel comme le vôtre, il vaut mieux des subventions ou des marchés finalement sur ces sujets de smart grid? C'est intéressant que vous posiez cette question, c'est exactement comme ça que je voulais présenter les choses, c'est-à-dire que je trouve que pour en faire partie, il y a effectivement un esprit de filière industrielle qui est encouragé, accompagné actuellement par tous les programmes que vous avez cités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très favorable parce qu'il y a énormément d'inconnus en fait. Tout le monde est obligé de prendre un pari sur l'avenir. Les choix technologiques ne sont pas déterminés, le business model n'est pas déterminé. Enfin, les industriels qui souhaitent faire partie de ce marché à l'avenir doivent prendre des paris aujourd'hui et puis être certains de coller au marché pour, au fur et à mesure que la maturité vient, d'être sur les bonnes pistes. Mais au final, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on ne fait pas ça pour entretenir de la R&D. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un vrai marché aval. C'est-à-dire qu'il faut, et ça, en France, le gouvernement peut jouer un rôle. En France, il y a un acteur majeur qui est ERDF. Et je vais citer un projet qui est le projet Linky, par exemple. Je suis tout à fait d'accord pour dire que Linky, ça n'est pas le smart grid. C'est un bout du smart grid, très visible. Mais pour nous aussi, on regarde énormément ce qui se passe derrière. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. Il n'empêche que ça pourrait créer un appel d'air. Le jour où Linky est développé, ça créera un appel d'air certain, ça confirmera tout un tas de choses qui sont en gestation. Donc aujourd'hui, je dirais pour moi, pratiquement ce qu'on attend le plus impatiemment, c'est la confirmation que Linky est lancé.
Et derrière, ça va tirer tout un tas d'autres technologies qui ne sont pas liées qu'au comptage, mais qui sont liées à la supervision du réseau et à tout un d'autres applications. Je vais redonner la parole à Axel Strang, mais je voulais juste vous demander aussi, est-ce que vous êtes en attente de réglementation? Est-ce que c'est un point important pour les industriels sur les marchés de l'énergie, sur ces sujets? Le marché, non, je ne saurais pas très bien répondre à cette question. Réglementation, non, il y a des standards, il y a des normes. D'accord. Là, c'est plutôt sur... non, après, effectivement, la loi du marché va faire que les meilleures technologies gagneront. Il n'y en aura pas qu'une, il y en aura sûrement plusieurs. Voilà. Réglementation, ce n'est pas tellement comme ça que je le perçois. C'est plutôt d'encourager que certains investissements de fonds, Linky, on parle de 5 milliards d'euros, c'est très important. Voilà. Mais c'est certain que ça générera X fois ça en termes d'investissement, en termes de projets qui vont démarrer derrière. Ce sera un appel d'air terrible. C'est noté. Axel Strang, vous vouliez réagir? Oui, c'est très intéressant parce que là, la discussion est partie du compteur lui-même à l'architecture de comptage, qui est vraiment, un élément central du smart grid sur la basse tension, puisque ça va permettre, avec cette architecture de remontée d'informations, ça va permettre de créer de nouveaux services à la fois pour le consommateur, de nouveaux outils de supervision, etc. Et donc, ça va permettre de créer tout un vaste panel de solutions techniques pour l'opérateur de réseau, pour le consommateur. Et ça, on n'arrive pas vraiment à le chiffrer. Et donc, c'est très important de déployer cette architecture pour permettre l'émergence de nouveaux services, de nouvelles technologies qui vont se déployer sur cette base-là, qui est aussi évolutive et flexible au fil du temps. Et donc, c'est très important d'avoir cette notion, pas juste du compteur lui-même et qu'est-ce qu'il m'apporte en tant que consommateur, mais c'est tout ce que ça irrigue derrière en tant que nouveaux services, etc. et nouvelle gestion au service de la transition énergétique et de la mutation de tout notre écosystème, de toutes nos architectures énergétiques. Parfait. Alors la discussion est partie du compteur jusqu'au réseau. Moi, je vais peut-être l'emmener jusqu'à l'emploi en France. C'est un sujet quand même assez crucial. Est-ce que, on parle de filière industrielle, est-ce que les smart grids représentent un vivier d'emploi? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a les filières peut-être même académiques? Alain Robic peut-être sur ce sujet. Absolument, hein, la réponse tout à fait positive. Oui. Je suis convaincu, et je sais par certains contacts que j'ai, que ce qui se passe chez nous se passe chez d'autres industriels. C'est-à-dire que si on a décidé, comme c'est notre cas, de faire le pari sur les smart grids, ça veut dire acquérir des technologies et des compétences nouvelles. C'est des nouvelles capacités technologiques, etc. Dans notre cas, c'est peut-être un peu exceptionnel quand même, mais d'être capable d'utiliser ça pour se donner les capacités à travers un nouveau site industriel. Des embauches, absolument. Je vous dis, on embauche aujourd'hui chez nous des profils qu'on n'aurait jamais pensé avoir besoin d'embaucher il y a 5 ans. De l'informatique, un ingénieur informatique ou de software chez nous dans une usine qui fait des accessoires pour les réseaux électriques, c'était inenvisageable il y a 5 ans. Et créer un laboratoire électronique, comme on peut en trouver dans des sociétés qui sont dans d'autres domaines que les nôtres. Se retrouver en contact avec des fabricants de microprocesseurs, des gens qui sont dans les systèmes informatiques. Enfin voilà, c'est un nouvel écosystème pour vous. C'est des investissements et des embauches. Pour l'instant, modéré, parce que comme je vous disais, on n'est pas à la phase de déploiement. C'est pour ça qu'il y a encore un peu de temps pour finaliser des choix technologiques, mais derrière, il sera temps de passer au déploiement. Bon, encore un peu de temps. Mais on a retenu qu'on pouvait quand même envoyer des CV si on est ingénieur chez Nexans. Monsieur Strang, vous êtes sur ce sujet. Alors, en termes d'emploi, il faut peut-être avoir une perspective un peu plus large. Donc, il y a tous les emplois qui sont concernés par, on va dire, les équipementiers, les industriels, un peu comme Nexans et autres qui sont ici au salon. Donc ça, c'est un bassin d'emploi. Il y a aussi tous les emplois chez les énergéticiens eux-mêmes et les opérateurs de réseau. Donc là, on parle plutôt d'une mutation, une transition en termes de métier, puisqu'il faut acquérir de nouvelles compétences sur les SI, les télécoms, etc. Et après, on a tout ce qui est la filière d'installateurs, soit sur les équipements de réseau, mais aussi au niveau domiciliaire. Donc là, il y a tout un gisement et une mutation accompagnée pour acquérer, pour accepter ces nouvelles technologies. Ce sont quoi? Ce sont les électriciens d'aujourd'hui qui vont installer ces solutions, par exemple? Les électriciens d'aujourd'hui et de demain, puisqu'on a vraiment une forte rotation sur ces gisements-là. Et puis, moi, je lancerai quand même un appel à tous les étudiants qui se posent des questions sur qu'est-ce que je ferai demain. Si on regarde les perspectives commerciales, d'ici 5 ans, ça sera vraiment un sujet fort. On commence à avoir des tensions sur le marché de l'emploi, sur certaines compétences clés. Donc, s'il y a des étudiants qui se posent des questions, aller dans des domaines attachés au smart grid, il y aura de l'emploi demain.
Ça je pense que oui. Je suis sûr qu'il y aura des étudiants qui regarderont cette émission et qui Voilà. penseront. Mais surtout, le message, c'est des profils nouveaux, c'est-à-dire des profils qui n'existent pas. D'accord. Compétences mixtes, électricité, informatique, électronique, télécom, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, D'accord. il y a un gisement. Juste pour terminer, Monsieur Strang parlait de 5 ans. Dans les coursifs du salon tout à l'heure, Monsieur Robic, vous me disiez qu'aujourd'hui c'est un pari. C'est le smart grid, ce n'est pas encore un marché, mais ça reste un pari. Vous, les échéances, vous les fixez à quel calendrier? Je pense qu'il y a une démarche de petits pas, c'est-à-dire qu'effectivement en France, dès que RDF va adopter un standard, on parle de 36-37 millions de compteurs et tout ce qui va derrière, 700 000 transfos, enfin, c'est un marché énorme. Par contre, il y a des petits pas, c'est-à-dire comme je vous disais, Enel en Italie, Iberdrola en Espagne, certains utilities en Belgique. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on sécurise au fur et à mesure qu'on avance, au moins des premiers succès commerciaux, même de petite échelle, mais qui prouvent la réalité en fait de ce virage technologique. Donc là, c'est dans les tout prochains mois. Voilà, là, dans les mois qui viennent, on espère prendre en fait nos premières vraies commandes Smart Grid. D'accord. Axel Strand sur le calendrier. Oui, alors moi je parlais de 5 ans Pour les emplois. Non, pour les cycles d'études. Hein. Oui. Mais pour l'émergence du marché, donc normalement, si on tient le calendrier, on devrait avoir un déploiement de Linky fin 2014, début 2015. Donc là, on aurait, si tout se passe bien, un déploiement commercial, enfin un déploiement à grande échelle de ces solutions-là, et donc a priori des services qui s'y raccrocheront. On voit dans les démonstrateurs qui sont présentés ici, notamment financés par l'ADEME, une fin de projet vers entre 2014 et 2016. D'accord, donc c'est donc là, ce que nous sommes en train de préparer avec les constatations, notamment de la CRE, sur les changements réglementaires et régulatoires, c'est créer le marché pour prendre la suite des démonstrateurs. Donc pour créer des premiers marchés en 2015, 2016, etc. Donc c'est pas 5 ans, mais c'est plutôt 2-3 ans. Et ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, puisque bon, au début, ça va se déployer au fur et à mesure. Mais voilà, petit pas, et on avance graduellement vers un déploiement massif. Et puis un jour, je ne sais pas, on pourra se donner rendez-vous d'ici 5 ou 10 ans, diront on n'a pas besoin de parler Smart Grid, tout est smart en fait. Bon, on pourra déjà peut-être faire un premier bilan l'an prochain à Smart Grid 2014. En tout cas, peut-être un dernier point là-dessus. Un dernier commentaire, on a très rapidement parlé des véhicules électriques, mais pour nous, les infrastructures de recharge de véhicules électriques, c'est totalement partie prenante de Smart Grid, parce qu'il y a des technologies communes, voilà, donc ça en fait partie. Bon, Et je le catégorise comme un nouvel usage, puisque ça aussi, c'est un nouvel usage. Ça peut être considéré comme un ballon d'eau chaude supplémentaire pour certains opérateurs de réseau, mais c'est vraiment partie des nouveaux usages de demain. Bon, il y avait 1000 sujets, on vous réinvitera peut-être pour en reparler ensemble tous les trois. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir échangé vivement sur ces sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce Web TV Théma spécial Smart Grid se prolonge avec 5 autres émissions à découvrir sur Cleantech République et sur la Tribune. Au revoir, restez verts.